Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'Ethereum, on va parler de l'écosystème Ethereum avec un titre un petit peu aguicheur où je me suis lancé dans les fameuses prédictions qui excitent tant les gens en marquant bien évidemment que ça va exploser en mai 2024. Alors forcément, c'est pas un chiffre, une date plutôt que je sors du chapeau. Bien évidemment que c'est un titre aguicheur et qu'on va avoir une analyse bien plus profonde que ça pourrait que le titre en tout cas ne le laisse croire dès le début. Alors, on attaque cette vidéo. Je vous ai fait une magnifique image qui représente un petit peu l'état d'esprit actuel du marché sur OpenAI, qui je trouve est plutôt réussi. Franchement, je me suis tapé une barre de rire en fait quand je l'ai vu, où on voit les petits financiers de la finance traditionnelle en train de complètement se jeter sur le Bitcoin. Je trouve que voilà, ça fait quand même bien marrer de voir un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc, on va parler des enjeux des ETF et notamment l'enjeu des ETF sur Ethereum, parce que maintenant que les ETF sur Bitcoin sont derrière nous, je pense qu'il y a beaucoup à dire justement sur les ETF Ethereum, sur ensuite les altcoins même d'un point de vue global, qui je le rappelle quand même ont subi énormément de pression de la part du régulateur américain, donc la SEC, depuis maintenant plusieurs années. On parlera également un petit peu donc, des projets qui de mon point de vue ont beaucoup d'importance aujourd'hui dans l'écosystème Ethereum et font partie des rares projets qui, de mon point de vue, ont un réel use case, ont un réel cas d'utilisation et non pas juste un projet à la con avec un token derrière qui va juste servir strictement à rien et qui va juste permettre à ce que certains vont s'exciter un petit peu dessus pour gagner un petit peu d'argent. Et je terminerai également un petit peu pour parler des airdrops. Avant de commencer, bien évidemment, là je ne fais pas forcément d'analyse de marché, hein, on est clairement dans une tendance qui est extrêmement haussière. Je ferai un point complet dans ma prochaine lettre d'investissement qui sera envoyée d'ici quelques jours. Donc pour s'inscrire, c'est simple, hein, le lien il est en description. Allez, on attaque avec cette magnifique photo et on va notamment parler des enjeux des ETF sur Ethereum et pourquoi est-ce que ça pourrait être un véritable coup de boost pour l'ensemble de l'écosystème Ethereum. Alors déjà, les ETF Bitcoin sont un succès total. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a absolument personne qui peut réfuter ce que je viens de dire. Alors au début, il y a quand même des médias à la con qui ont quand même essayé de dire oui, mais regardez, au final, c'est pas réellement une réussite, etc., etc. Certains ont essayé un petit peu de justifier le fait qu'il y avait déjà un inflow assez important par le fait qu'il y avait un outflow sur l'ETF de Grayscale et qu'en fait c'était juste un vase communicant d'un ETF aux autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de débat. C'est un véritable succès. Le démontre cette magnifique image, c'est un véritable succès. Maintenant, on va regarder de manière un petit peu plus sérieuse deux graphiques. On va notamment commencer par les volumes d'échange. Donc là, je partage des photos qui proviennent d'un compte Twitter qui est assez connu maintenant, notamment lorsqu'il y a eu toute la phase avec l'ETF de Bitcoin en amont. Donc c'est un compte Twitter qui a énormément relayé d'informations. C'est une personne qui s'y connaît pour le coup bien mieux que moi dans le milieu de la finance et plus spécifiquement dans les ETF, dans la partie vraiment voilà, la structure, comment est-ce qu'on crée un ETF et toutes les différentes étapes par lesquelles on peut passer. Donc c'est Eric Boulchanas, voilà, que vous pouvez retrouver facilement sur Twitter et il poste pas mal justement de graphiques de ce type qui sont accessibles via des abonnements payants qui coûtent parfois extrêmement cher et dont j'ai absolument pas l'utilité dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que je n'y ai pas accès. Mais en tout cas, il le partage librement. Je rappelle que l'un des gros points négatifs de la finance traditionnelle, c'est que une grande partie de l'information n'est pas accessible publiquement. Et en fait, il faut payer parfois des abonnements qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de dollars pour avoir accès à toute la data. Et chose qu'on n'a pas aujourd'hui dans les cryptos, ou en tout cas très peu. Il y a bien évidemment des données qui se monnaient, mais en règle générale, tout est plus ou moins accessible librement, pourvu que ça dure, pourvu que les plateformes d'échange continuent comme ça à donner toute cette info de manière publique et gratuite. Mais en tout cas, dans la finance tradi, c'est extrêmement difficile d'avoir ne serait-ce que des simples métriques
sur des volumes d'échange ou des choses comme ça. Et donc, il faut tout de suite passer par des solutions payantes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voilà, on préfère se référer à des personnes qui vont le faire pour nous. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit que le volume d'échange, il était en moyenne dans les 1 milliard de dollars par jour, et qu'on a quand même eu des très très fortes hausses sur la fin du mois de février, où là on a dépassé les 2 milliards, voire même on a fait un pic quand c'était vraiment en plein délire avec le Bitcoin qui va toucher les 64 000 dollars. Ça m'avait manqué pour le coup ce genre de, ce genre de mouvement et de voir un petit peu toutes les émotions sur les réseaux sociaux, ce sentiment d'excitation. Moi qui prends toujours un maximum de recul, ça m'a quand même rappelé de bons vieux souvenirs tout ça. Mais en tout cas, voilà, on a fait carrément une pointe à presque 6 milliards. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est l'ETF de BlackRock qui lead absolument le marché. C'est pas vraiment une surprise, mais là vraiment, il y a une victoire écrasante de la part de BlackRock, qui concentre la quasi-totalité du volume d'échange. On le voit, c'est en bleu ciel. Il y a Fidelity qui est en vert, donc c'est le deuxième. Et ensuite, tous les autres qui honnêtement se partagent le reste du gâteau, mais honnêtement, ils ne se partagent pas grand-chose. Voilà. Ce n'est pas franchement une surprise. Aujourd'hui, BlackRock, je vous l'avais même expliqué avant même que les ETF ne soient listés, en vous indiquant que c'est BlackRock qui, pour le coup, aujourd'hui, c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. On a confiance en BlackRock et tous les plus gros investisseurs aujourd'hui, les fonds, etc., ils ne vont pas s'embêter à aller sur d'autres fonds. Si BlackRock propose un fonds Bitcoin, ils iront dessus. Point barre. Donc ça, c'est franchement normal. Et en plus, ils vont eux-mêmes recommander à leurs propres clients d'investir dedans. C'est pareil pour Fidelity. Toute leur base de clients, ils vont forcément leur pousser leurs produits, ce qui est totalement normal. Et je rappelle même que Fidelity a mis à jour sur son site notamment des répartitions de portefeuille, et ils ont intégré le fait d'ajouter du Bitcoin dans un portefeuille entre 1 et 3%. Voilà. Je dis ça, je dis rien, hein. Ça prouve que ce qu'on disait déjà il y a plusieurs années de cela, que probablement bientôt ce sera la norme en fait de recommander 1, 2, 3, 4, même moi je serais allé jusqu'à 5% de BTC dans un portefeuille, ce qui auparavant n'était qu'une pure spéculation. Et bien aujourd'hui c'est réel. Voilà. Donc c'est quand même vraiment une sacrée victoire pour cet actif. Et donc ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que là c'est bien joli en fait de donner des chiffres de volume d'échange, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliards. Mais ce qu'il faut surtout remettre en perspective, c'est les volumes d'échange globaux qu'on retrouve sur les ETF. Et il faut savoir déjà que des ETF qui ont 1 milliard de volume journalier, il n'y en a pas beaucoup. Grosso modo, si on prend tous les ETF confondus, les ETF américains, mais qui sont ceux qui sont les plus échangés, les plus capitalisés et forcément qui ont le plus de volume, et ben en fait, dès lors qu'on est à peu près dans les 1 milliard, on est déjà dans le top 10, top 15 des ETF, tout confondu. D'accord ? Donc déjà, ça en dit quand même long sur le succès. Aujourd'hui, ça fait 4 jours de suite que l'ETF de BlackRock Bitcoin est dans le top 10 des ETF les plus échangés. Voilà. Donc c'est quand même pas rien. Et il y a eu une pointe, à mon avis, où on est plus dans le top 5. Parce que les ETF les plus échangés de mémoire, je crois que c'est dans les 10 milliards. Voilà. Et on a fait une pointe, grosso modo, à plus de 3 milliards lorsqu'on est parti un petit peu en mode parabolique sur BTC. Donc, c'est un réel succès. L'AUM seul de l'ETF de BlackRock, c'est 10 milliards aujourd'hui. Je rappelle quand même que ça a été lancé il y a à peine quelques semaines. Et on est déjà aujourd'hui à 10 milliards. Donc c'est largement en passe de détrôner pas mal d'ETF, parmi même les plus gros ETF, parce que des ETF avec déjà 10 milliards sous gestion, ça commence à être des gros ETF. Voilà. Donc c'est clairement un succès. Il n'y a absolument aucun doute par rapport à ça. Maintenant, si on regarde non pas que les volumes, mais surtout les flux. Donc les flux en fait qu'on retrouve en dollars sur ces différents ETF. Bon, il y a une chose qui est flagrante, c'est que bien évidemment, en fait, Grayscale aujourd'hui, c'est un ETF qui va disparaître de mon point de vue et qui est complètement délaissé par les investisseurs pour une raison, enfin pour deux raisons en soi. Mais la principale raison, c'est que c'est 1,5% de frais de gestion. Donc c'est tout simplement hors de prix. Alors je pense que c'est peut-être une politique qui est assumée. Je vous avoue ne pas trop avoir creusé sur le pourquoi du comment est-ce qu'ils ont laissé un frais aussi élevé. Est-ce qu'ils n'essayent pas de récupérer un maximum de pognon pour après
plus tard mettre des frais beaucoup plus bas. Mais en l'occurrence, je pense que le frais n'est pas que le seul critère. Je pense que de toute façon, si on met Grayscale d'un côté et BlackRock de l'autre, pour le coup, en fait, tout le monde va aller sur l'ETF de BlackRock. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est aussi peut-être l'une des raisons pour laquelle ils n'ont pas forcément baissé les frais qu'ils pratiquaient déjà à l'époque, quand ce n'était pas encore réellement un ETF. Alors, ça ne l'est pas toujours exactement, mais dans la mécanique, en tout cas aujourd'hui, c'est exactement similaire à un ETF, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit clairement qu'il y a des flux négatifs du côté en fait, de Grayscale quasiment à chaque fois, tous les jours. Il y a des sorties, ce qui est totalement logique. Mais on voit quand même que les flux positifs sont quand même bien supérieurs aux sorties en fait, de Grayscale. Et donc, il y a clairement, même s'il y a un jeu de vase communicant, entre l'ETF de Grayscale et les autres, il y a clairement de l'apport d'argent frais. On le voit ici, c'est notamment très flagrant sur cette semaine-là, où juste sur la journée d'hier, il y a eu quand même de très très grosses sorties. Et c'est quand même hyper intéressant en fait de voir que Bitcoin, quasiment sur ses plus hauts, qui après une très très forte hausse, arrive à stabiliser malgré 600 millions de dollars de sorties sur l'ETF de Grayscale. Et je rappelle que quand il y a une sortie, il y a forcément une vente. Là pour le coup, il n'y a pas de... Ils sont obligés en fait de vendre les bitcoins qui vont tranquillement envoyer sur Coinbase. Et c'est là en fait où vous voyez que faut arrêter d'être obsédé par ces flux. Moi, j'arrête pas de voir parfois, moi je les suis pas parce que ça n'a aucun intérêt, mais des comptes Twitter qui vont commencer à dire attention, ils ont transféré 1000 BTC, ils vont dumper le marché, etc. Bon, ben là vous voyez que ça c'est que des conneries. En fait, si on veut ne pas impacter le marché, on sait le faire, même sur des millions, des dizaines, des centaines de millions de dollars, on sait comment faire pour ne pas impacter un marché. Donc tous ceux qui sont obsédés par les flux à chaque fois sur les plateformes d'échange, qui sont là en mode tiens, je pense que je vais prédire l'avenir parce qu'il y a telle personne qui vient de faire un transfert sur une plateforme, bon, je vous le dis, mais vous n'avez rien compris. Ça ne marche pas comme ça. Ces personnes ne sont pas débiles, ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun intérêt à dumper le marché. Et donc, ils vont utiliser tout un tas d'ordres, TWAP et compagnie, qui permettent de sortir tranquillement en plusieurs heures parfois ou plusieurs minutes, sans impacter particulièrement le marché. Donc pour le coup, voilà, ça il faut le prendre en compte. Mais on le voit en tout cas qu'il y a vraiment un flux très très positif, bien évidemment très concentré sur l'ETF de BlackRock. Autre info hyper intéressante, depuis le début de l'année, accrochez-vous bien, si on prend tous les ETF de BlackRock, le seul ETF de Bitcoin, il représente 42% du net flow, donc ça veut dire des flux qui ont été investis depuis le début de l'année. Alors oui, ça fait que 2 mois, je vous l'accorde, mais ça prouve encore une fois de plus quand même le succès. 42%, c'est énorme. Et c'est encore plus élevé pour Fidelity, où là on est à 64%. Donc ça veut quand même dire que depuis 2 mois, la majorité de tous les inflows qu'il y a pu avoir sur les ETF de BlackRock et de Fidelity, c'est uniquement pour investir sur le Bitcoin. Donc ça, il faut quand même également le prendre en compte. Et c'est pour ça qu'une grosse partie de la hausse que nous avons aujourd'hui, elle est soutenue par des achats de fonds et par des flux d'argent très importants qui rentrent dans les marchés. Et c'est même, je pense, l'une des raisons pour laquelle le Bitcoin arrive à tenir aussi bien, même si, bien évidemment, ça ne montera pas en ligne droite. Ça, je ne cesse de te le répéter. Il y aura des phases de petites corrections ou de corrections un petit peu plus importantes si on a de la chance. Mais en tout cas, c'est aussi l'une des principales raisons pour laquelle on a une telle poussée de la part du Bitcoin et une poussée qui a l'air de quand même plutôt bien tenir. Voilà. Donc, maintenant, parlons un petit peu de la clarification de la SEC sur les cryptoactifs et notamment les cryptoactifs de type Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu. Pour la Proof of Work, il n'y avait pas de débat. En fait, la SEC avait déjà indiqué que les protocoles de type Proof of Work, donc preuve de travail, ne sont pas considérés comme des securities. Ça, on le savait déjà parce que pour eux, c'était suffisamment décentralisé, sans une autorité centrale, sans même une entreprise derrière qui contrôle ces blockchains-là. Pour le Bitcoin, il n'y avait franchement pas de doute par rapport à ça. Ça avait déjà même été classé dans la catégorie des commodities. Donc il n'y avait pas trop de débat en fait par rapport à ça. Par contre, pour l'Ether, c'est un petit peu différent. Ethereum était une blockchain de type Proof of Work dans le temps, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
depuis qu'ils ont fait la bascule sur la preuve d'enjeu, le proof of stake. Et là, ça pose un petit peu plus de problèmes parce qu'il y a clairement de l'ambiguïté par rapport à ce type de consensus, dans le sens où on peut parfois lui reprocher d'être un petit peu moins décentralisé. Encore une fois, je ne rentre pas dans les débats. Certains vont me dire que oui, c'est pas assez décentralisé, d'autres vont dire que non, c'est complètement faux. Je ne suis pas en fait dans le débat par rapport à ça. Je ne fais que dire, pour le coup, ce que la SEC a pu plus ou moins prétendre. Après, encore une fois, il n'y a jamais vraiment de communiqué vraiment officiel et c'est bien tout le problème en fait. Il y a beaucoup d'ambiguïté, il n'y a pas vraiment de clarté. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de clarté par rapport à toute les crypto-monnaies de type preuve d'enjeu. Et je ne parle même pas en fait de tous les autres types de tokens qui ont été émis par des airdrops, des ICO et compagnie. Il y a encore énormément d'incertitudes par rapport à ces projets-là sur est-ce qu'ils sont catégorisés par la SEC comme des titres financiers, donc des securities ou des commodities. Pour l'instant, ça reste encore extrêmement flou tout ça. Et l'ETF Ethereum va être capable de clarifier le point de vue de la SEC. Et c'est là où c'est extrêmement important. Et je vais justement donc vous mettre le graphique de l'Ether contre le Bitcoin qui nous montre quand même cette pression que subit notamment l'Ether par rapport au Bitcoin, parce que là, on est quand même dans une tendance baissière depuis le début de l'année 2023. Donc ça commence à faire. Ça commence à faire, on le voit vraiment, on est dans une belle dynamique baissière. Systématiquement, les sommets sont de plus en plus bas. On a réussi à travailler une zone de support dans la zone des 0.051 qui pour l'instant semble tenir. On a fait 2 tentatives de cassure à la hausse, ici on le voit, mais qui sont pour l'instant des échecs. À chaque fois, nos 2 moyennes mobiles ici, plus cette droite de tendance font clairement office de grosse résistance. Tant qu'il n'y a pas une cassure nette de ce niveau-là, donc grosso modo, on est actuellement sur le niveau des 0,55, 0,55, 0,56 grosso modo, et ben on est toujours dans cette pression vendeuse. Maintenant, l'une des grosses questions, c'est est-ce que le marché va anticiper de la même manière qu'il a anticipé les ETF Bitcoin ou est-ce que le marché va être attentiste et va attendre une réponse de la SEC pour soit débloquer complètement les choses par rapport à Ethereum et son écosystème qui va bien évidemment en profiter ou enfoncer le clou. Et dans ce cas-là, s'il y a un refus de la part de la SEC par rapport aux ETF, Ethereum, et ben là par contre, ça peut être un coup de massue, vraiment sur l'ensemble de l'écosystème. Et il n'y aurait limite que Bitcoin qui en serait le grand gagnant dans l'histoire. Donc pour l'instant, vous comprenez bien en fait que tout n'est pas encore joué par rapport à Ethereum et encore moins par rapport à une acceptation des ETF sur Ethereum. Donc, bien évidemment que tout porte à croire que maintenant, on attend énormément de la part de la SEC par rapport à ces ETF-là. Si on regarde également les altcoins, donc là, je mets les altcoins, donc c'est Total 3 versus BTC, on voit cette pression qui est encore plus importante sur les altcoins, qui n'englobent pas l'Ether dans ce cas-là. On voit vraiment cette pression vendeuse depuis 2022. C'est quand même important en fait de préciser que les altcoins ne font que baisser contre le Bitcoin depuis 2022. Ceux qui nous parlent et qui nous parlaient, rappelez-vous déjà de alt season il y a plusieurs mois de cela, où j'avais dit on n'est pas du tout dans une alt season. Je m'étais fait vraiment insulter en fait dans les commentaires quand j'avais osé dire qu'on n'était pas dans une alt season. Ce graphique me donne toujours raison aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une alt season et on est toujours dans cette phase de range. Il y a eu une tentative de breakout qui au final s'est retrouvée infructueuse, complètement invalidée. On a réintégré le range. Pour l'instant, les alts ne sont toujours pas dans une dynamique haussière. Donc la question maintenant est de savoir, est-ce qu'il va y avoir une anticipation ou non de l'ETF sur l'Ethereum, une anticipation positive avec une acceptation. Et dans ce cas-là, on peut avoir un rallye haussier sur les altcoins et bien évidemment sur l'Ether avant que la décision ne soit rendue. Mais on peut également être dans une position beaucoup plus attentiste du marché où c'est peut-être même que le Bitcoin qui va continuer d'en profiter
avec en plus le halving qui arrive dans quelques semaines. Donc ça ne fait qu'alimenter et qu'accroître en fait cette dominance du Bitcoin qui pour l'instant reste extrêmement forte. Donc vous voyez que pour l'instant tout n'est pas encore joué et je dois avouer qu'il y a beaucoup d'inconnus par rapport à qu'est-ce que nous feront les alts. En tout cas de mon point de vue il y a deux cas de figure possibles, hein. C'est soit une anticipation à quelques mois de l'ETF, peut-être qu'une fois le halving passé, on va se reconcentrer sur l'Ether et sur les alts et là ça peut provoquer des belles phases de rebond, ou alors un marché beaucoup plus attentiste qui va attendre la décision de la SEC. Si elle est positive, alors là par contre ça peut tout péter, on peut tout péter à la hausse au niveau des alts, de l'Ether, et là en quelques jours la dominance du Bitcoin se prendre une grosse claque, c'est totalement possible. Par contre si c'est refusé, bon bah alors là par contre c'est complètement l'effet inverse qu'on risque d'avoir, c'est des alts qui vont se faire éclater, un Ether qui va se faire éclater, et une dominance du Bitcoin qui va repartir à la hausse de manière très puissante. Donc vous comprenez bien en fait que dans ces cas de figure-là, en tout cas dans ces différents scénarios-là, ceux qui misent tout sur les alts, eh ben en fait vous misez tout sur une acceptation des ETF Ethereum. Maintenant la question est de savoir, est-ce qu'il y a des probabilités pour que ce soit beaucoup plus accepté que refusé? Alors juste avant que je vous donne un petit peu donc, mon point de vue par rapport à ça, donc la date, je ne l'ai pas sortie du chapeau, hein, quand je dis en mai 2024, j'aurais même pu préciser le 23 mai pour le coup 2024. C'est tout simplement la deadline finale pour l'ETF Ethereum de Vanek. Et tout comme pour Ethereum, bah, en fait tout simplement la SEC ne peut pas refuser l'ETF de Vanek pour accepter celui de BlackRock quelques mois après, même si la deadline pour l'ETF de BlackRock, vous voyez que c'est quelques mois après. Mais ça ne fait aucune différence, ils vont tout accepter en même temps parce que de toute façon, c'est que des copier-coller. C'est exactement les mêmes types de demandes, donc ils ne peuvent pas les refuser. Donc rendez-vous le 23 mai 2024. Je pense que là, il y aura vraiment une décision importante et un enjeu majeur pour les altcoins. Et donc, j'espère que vous serez prêts au niveau de vos plans, de vos scénarios. Moi, ça, c'est quelque chose que déjà je travaille depuis bien longtemps en amont pour me préparer à cet événement-là. Et notamment, c'est des choses, encore une fois, que je partage dans ma communauté privée. Mais en tout cas, j'espère que vous avez un plan, peu importe le scénario. Maintenant, parlons un petit peu plus des différents arguments qu'on pourrait mettre en avant sur une acceptation ou un refus des ETF Ethereum. Alors, pourquoi un refus est probable? Contrairement au Bitcoin, où honnêtement, il y avait quand même beaucoup moins de suspense, même s'il y en avait quand même. Je ne dirais pas que j'étais sûr à 100% que ça allait être accepté, mais j'étais quand même vraiment plutôt confiant. Je dois avouer que pour l'Ether, je suis un peu moins confiant. Maintenant, il y a quand même des arguments en faveur d'une acceptation, mais il y a aussi des contre-arguments qu'il faut être capable d'entendre. Donc déjà, le consensus, comme j'ai pu le dire au début, on est en proof of stake et il n'y a pas réellement de clarté aujourd'hui réglementaire sur les tokens qui ont ce mode de consensus. Donc, c'est clairement un point négatif par rapport à Bitcoin où il y avait déjà ce consensus par rapport à la preuve de travail. Deuxième chose, la SEC a essayé de temporiser un petit peu les choses une fois qu'elle a accepté les ETF Bitcoin en disant par contre, on a accepté Bitcoin, mais faites attention, ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter. Voilà. Alors bien sûr, ils ont dit ça pour ne pas se retrouver avec 15 000 demandes de 15 000 ETF différents sur 15 000 shitcoins différents, bien évidemment. Mais ils pourraient très bien au final se dire que pour calmer les choses, il faut refuser pour l'instant l'ETF sur Ethereum, même si ce n'est que temporaire et que peut-être que quelques mois ou quelques années de plus vont suffire pour l'avoir. Donc ça, quand même, il ne faut quand même pas le mettre de côté. Et par contre, ce qui est certain, c'est que ça va obliger la SEC à clarifier beaucoup plus les choses par rapport à un grand nombre de projets qu'elle considère, elle, étant comme un securities, mais toujours aucune clarté possible. Et c'est même pour ça encore que Kraken a des problèmes judiciaires avec la SEC. C'est parce qu'il l'accuse d'avoir listé des securities, alors que Kraken dit que non. Et en fait, le gros du problème, c'est, encore une fois, de la clarté dans qu'est-ce qu'un securities et qu'est-ce que
ce n'est pas et qu'est-ce qui fait que ce n'est pas des insecurities? Alors pourquoi maintenant la SEC peut se retrouver forcée d'une manière ou d'une autre à accepter l'ETF Ethereum? Je pense qu'une des choses qui était la plus injuste jusqu'à présent, c'est que la SEC, quand elle a toujours refusé les ETF Bitcoin, elle disait que c'était parce que ce marché était trop facilement manipulable. Or, le problème, c'est qu'ils avaient accepté à côté les ETF Bitcoin basés sur les futurs. Donc c'est quand même assez surprenant que d'un côté, on refuse le spot soi-disant parce qu'il y a trop de manipulation de marché, mais que de l'autre, ils acceptent les futurs. Et donc cette ambiguïté-là, en fait, a été complètement corrigée par une acceptation plus ou moins forcée de la SEC. Et pour Ethereum, c'est exactement pareil, parce que les ETF Ethereum sur les futurs existent déjà. Ils ont déjà été acceptés par la SEC. Donc, d'une certaine manière, est-ce que la SEC aujourd'hui peut justifier un réel refus? En tout cas, elle ne pourra pas plaider la manipulation de marché parce qu'elle a déjà accepté des ETF sur les futurs. Donc, déjà, ça c'est je dirais le gros point positif pour une acceptation, c'est qu'ils ont déjà accepté les ETF Ethereum qui sont basés sur des futurs et non pas sur le spot. Et ensuite, deuxième argument qui est quand même assez important, il y a BlackRock et Fidelity qui sont derrière. Et encore une fois, on a vu ce qu'ils ont été capables de faire par rapport aux ETF Bitcoin. Je rappelle quand même que depuis 2017, on parle d'ETF Bitcoin Spot et que énormément d'émetteurs, mais plutôt de deuxième rang, avaient essayé, notamment Vanek et plein d'autres, sans succès. Et dès lors que BlackRock rentre dans le game, étrangement, là, de suite, c'est accepté. Donc, encore une fois, quand il y a des aussi gros émetteurs d'ETF qui rentrent dans le game, très souvent, c'est pas pour rien, ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment les deux principaux arguments en faveur d'un ETF Ethereum qui pourrait clairement être accepté. De mon point de vue, s'il faut se mouiller un peu, moi, je penche plus sur une acceptation qu'un refus, mais je vais clairement me préparer aux deux scénarios parce que là, je n'exclus absolument pas la possibilité qu'il y ait un refus, même si c'est juste pour décaler de plusieurs mois, voire de un an ou deux, je pense qu'il peut quand même y avoir un refus. Donc ensuite, ce qu'il faut également être capable de comprendre, et ça va être le troisième point de cette vidéo, c'est que Ethereum va impacter l'ensemble de son écosystème. Et ça, on l'a vu en fait de manière assez flagrante, encore une fois récemment, notamment avec Solana. Solana subit une grosse phase de rebond, un très très gros rebond, alors que franchement, je pense que tout le monde pensait que ce projet était complètement mort depuis l'effondrement de FTX. Et qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Son écosystème qui commence à driver de nouveau énormément d'intérêt. On l'a vu avec des projets comme Pite Network, donc c'est Pite, je ne sais même pas si je le prononce bien, peu importe. D'autres projets comme le Jup ou même Jito par exemple, donc des airdrops également à succès. Et c'est même ce qui a provoqué ensuite tout l'emballement au niveau des airdrops, c'est que comme à chaque fois, il y a un airdrop qui fonctionne bien et ensuite c'est fini, tout le monde veut se jeter. Se jette ensuite dessus en mode j'ai raté celui-là, je ne raterai pas les prochains. Et donc, effet de masse classique, en fait, ça dilue tout simplement les récompenses de tous les autres airdrops et de tous les autres projets qui vont faire que surfer sur cette vague-là. Mais ça, j'en parlerai en fin de vidéo pour la conclure. Donc, dans les principaux écosystèmes, en tout cas dans l'écosystème Ethereum, il y a différents secteurs. Moi, j'ai des secteurs de prédilection, notamment la DeFi, qui pour moi est l'un des seuls cas d'utilisation plus ou moins mainstream de la blockchain, notamment avec les stablecoins. Les stablecoins, et ça je le disais déjà à l'époque, il y a même plusieurs années, c'est l'une des plus grosses réussites de la blockchain parce que tout le monde peut être amené aujourd'hui à utiliser du stablecoin. On a même des géants comme PayPal qui ont émis leur propre stablecoin. Donc c'est clairement le premier gros succès de la blockchain, en tout cas, c'est sans aucun doute les stablecoins. Ensuite, il y a quand même des très très gros succès, notamment avec des plateformes comme Aave ou même Uniswap, donc pour la partie DEX et Aave plus pour la partie lending, qui ont quand même été capables de correctement évoluer
de ne pas vraiment avoir de problème de sécurité et donc de fiabilité et donc de réputation, qui aujourd'hui ont quand même une très très bonne réputation et qui permettent de pouvoir emprunter de l'argent, de pouvoir prêter de l'argent et de pouvoir échanger des tokens avec des spreads qui sont extrêmement faibles, chose qui était complètement impossible de faire il y a encore quelques années. Moi, je me rappelle encore des premiers DEX sur Ethereum, c'était juste un enfer. Personne s'en servait parce que c'était hors de prix et il n'y avait aucune liquidité. C'est un problème qui a totalement été résolu aujourd'hui par des projets comme Uniswap. Il y a Curve Finance et d'autres projets qui ont également participé à augmenter considérablement la liquidité. Et des projets plus jeunes également comme Morpho et notamment avec leur nouveau projet Morpho Blue qui permettent de générer des rendements sur des stablecoins ou des Ethers de manière très intéressante et plutôt sécurisée. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier secteur vraiment qui a vraiment montré des cas d'usage réels de la blockchain et vraiment une supériorité par rapport à ce que peut proposer la finance traditionnelle aujourd'hui. Le deuxième secteur, c'est tout ce qu'on appelle les real world assets. Donc c'est la tokenisation en fait d'actifs réels, que ce soit de l'immobilier, des titres financiers, des obligations par exemple, ou des choses comme ça. Notamment avec la hausse des taux, les obligations américaines sont redevenues extrêmement intéressantes et j'avais notamment partagé dans ma dernière lettre d'investissement il y a à peu près un mois, donc bien sûr la version premium qui est réservée aux membres, j'avais notamment partagé un projet phare qui s'appelle le projet Ondo Finance, qui est le leader incontesté aujourd'hui dans la tokenisation d'obligations américaines et ils ont émis en fait leur propre stablecoin qui génère du rendement backé par de la dette américaine. Je rappelle aujourd'hui quand même que on a des stablecoins comme Tether avec l'USDT qui, avec votre argent, génèrent des rendements pour leur propre, uniquement pour eux. Ils ne redistribuent absolument rien. Aujourd'hui, Tether fait des milliards de revenus chaque année avec votre argent qui vont ensuite placer dans des obligations diverses et variées pour aller donc les sécuriser, mais aussi pour générer du rendement. Et absolument 0% de ce rendement n'est redistribué. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. C'est quand même une belle escroquerie. Voilà, honnêtement. Parce que autant qu'ils soient rémunérés, bien évidemment, mais ce n'est pas leur pognon. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient. Et donc, avoir un stablecoin qui peut être rémunérateur, je pense que ça peut clairement être un game changer. Et en tout cas, c'est un projet qui, depuis que je l'ai partagé, a plus que multiplié en plus par 2 sa valeur. Alors, bien sûr, ça n'arrive pas tout le temps. Quand on partage des projets, parfois, le prix il n'explose pas. Mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Ensuite, troisième secteur, c'est tout ce que je pourrais englober dedans, tout ce qui est Layer 2. Et notamment, on retrouve les projets que vous connaissez sûrement, Arbitrum, Optimism et récemment listé Starknet, qui ont beaucoup de promesses, en tout cas donc il y a beaucoup de promesses derrière ces projets. On attend vraiment aujourd'hui beaucoup de concret en termes de scalabilité pour être capable de drastiquement réduire les frais Ethereum et augmenter en plus son efficacité. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu majeur. Et le quatrième secteur, qui reste les NFT, mais qui d'un point de vue spéculatif, de mon point de vue, reste encore très médiocre. Voilà. Alors il y a quand même un token qui n'est pas trop mauvais, je pense, c'est Blur, qui fait aujourd'hui partie des premières, en fait c'est la première marketplace de NFT qui a détrôné OpenSea, qui aujourd'hui a un token. Mais grosso modo, les NFT en tant que tels, pour moi, c'est un échec cuisant, en tout cas d'un point de vue spéculatif et d'un point de vue investisseur. Bien sûr que les NFT en tant que technologie, ça a bien évidemment beaucoup d'intérêt, mais on est là ici pour parler d'investissement. Voilà. Et en termes vraiment d'investisseurs, moi je trouve que vraiment les NFT, c'est un échec cuisant. Là, je vous mets l'évolution du floor price de la collection la plus prisée. Rappelez-vous, en 2020, 2021, mais tout le monde nous bassinait avec son petit Bored Ape Yacht Club et sa tête de singe. Écoutez, le prix ne fait que baisser. Il n'a absolument pas profité de la phase haussière qu'on a pu avoir en 2023, ni même en début d'année 2024. C'est encore pire que ça. Le floor price, il est
toujours sur des niveaux extrêmement bas. Aujourd'hui, un Bored Ape Yacht Club, ça coûte 21 Ethers. Voilà. Je rappelle que c'était monté à plus de 70 Ethers il y a encore pas si longtemps que ça. On parle d'il y a quelques mois, quelques années maintenant. Mais ça prouve une seule chose, c'est que ce n'est pas une réserve du tout de valeur et que même quand le marché repart à la hausse, en fait, le prix ne repart absolument pas à la hausse. Donc, est-ce que la vague de hype est terminée? J'en sais rien. Franchement, je m'en fous parce que moi, je ne spécule pas en fait sur ces trucs-là. Mais en tout cas, c'est juste la preuve, encore une fois de plus, que d'un point de vue spéculatif, je pense qu'il y a beaucoup plus d'argent à se faire ailleurs que d'aller spéculer sur des NFT. Encore une fois, c'est mon avis. Peut-être que certains n'auront pas le même avis que moi, et tant mieux, j'ai envie de dire. Peut-être que certains arrivent à se faire quand même de l'argent grâce aux NFT, tant mieux pour vous. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se faire de l'argent sur des tokens, sur des trucs qui sont liquides, qu'on peut très facilement revendre et sans avoir à les mettre en décote pour les revendre rapidement. Et qui ont quand même une certaine corrélation avec le marché. Là, on le voit, c'est complètement décorrélé par rapport au marché. Alors, on va me dire, oui, mais en dollars, ça a pris de la valeur, oui. Mais ce qui compte, c'est de regarder en Ether, parce que c'est l'Ether qui monte. Donc, s'il prend de la valeur, c'est surtout parce que l'actif qui est utilisé pour l'échanger, il prend beaucoup de valeur. C'est principalement à cause de ça. C'est comme en fait vos shitcoins à la con, comme je sais pas, je prends du Litecoin, XRP ou n'importe quelle connerie, qui sont dans une tendance mais totalement baissière depuis des années contre BTC. En fait, on me dit oui, mais regarde, là ils sont en train de monter. Non, mais en fait, tout le marché monte. Donc, en fait, c'est juste une monte, enfin, c'est juste une montée, pardon. C'est une montée juste par défaut, parce que l'ensemble du marché monte. Donc, même ces tokens-là, en fait, qui sont dans des tendances baissières de fond depuis plusieurs années, en fait, ils restent dans un train de baissier versus BTC et encore plus versus ETH. Mais versus dollar, ils peuvent bien évidemment monter. Mais c'est juste parce que tout le marché monte. Donc par défaut, ça va quand même être capable de suivre un minimum. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que c'est intéressant. Non, il y a quand même beaucoup mieux à aller voir ailleurs. Et je voulais finir donc cette vidéo pour juste faire une petite parenthèse par rapport aux airdrops. Moi, les airdrops, honnêtement, je pense que c'est juste une grosse perte de temps. Je pense qu'il y a eu un airdrop à succès. Ça a été justement sur l'écosystème de Solana, où effectivement, certaines personnes ont pu gagner, je crois que c'était 40 ou 50 000 dollars sur un airdrop d'un projet qui est sorti un petit peu de nulle part, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y attendait, mine de rien. Certains initiés, bien évidemment, s'y attendaient, mais d'un point de vue global, ce n'est pas le cas. Et en fait, ça a été l'élément déclencheur. Et quand tout le monde a vu ça, tout le monde s'est ensuite jeté sur tous les airdrops et ils ont commencé à farmer n'importe quel protocole juste dans l'espoir de récupérer des airdrops. Et en fait, de mon point de vue, on a perdu tout l'intérêt du airdrop. C'est-à-dire que à l'origine, le airdrop était là pour récompenser des utilisateurs d'un protocole, donc d'une application, des vrais utilisateurs pour leur contribution. Sauf qu'aujourd'hui, ça a été complètement détourné par l'aspect spéculatif et surtout par l'avidité, où on se met à farmer n'importe quel projet, à même pas vraiment s'en servir parce qu'en fait, on s'en fout complètement, juste pour aller gratter du airdrop, récupérer du token, le dumper et passer à autre chose. Et les projets, en fait, ils sont rentrés dans ce jeu-là parce qu'ils se rendent compte en fait que c'est un moyen aussi pour eux de gagner de l'argent à très court terme, justement. Et c'est également un moyen pour eux en fait de faire parler d'eux. Donc, on met des airdrops et en fait, c'est limite devenu un jeu vidéo aujourd'hui. Il y a des systèmes de quêtes, de points et on est là comme des cons à faire toutes les quêtes juste pour avoir un maximum de points pour aller gratter du token par la suite pour ensuite le dumper et passer à autre chose. Je suis désolé en fait, mais ça c'est vraiment extrêmement malsain. C'est extrêmement malsain. Et je ne vois pas en fait comment est-ce qu'un projet veut être sérieux quand il fait ça. En tout cas, c'est impossible d'être sérieux sur du long terme quand on fait ça. Alors aujourd'hui, les airdrops, c'est que de l'opportunisme pur et dur. Pour avoir un token, pour le dumper, donc le token a toutes les chances de se faire défoncer. Le projet sera plus utilisé parce qu'au final, une fois qu'ils auront tout envoyé en termes de récompense, en fait, plus personne en aura quelque chose à foutre en fait de ce projet et ils vont partir voir ailleurs et donc le projet sera mort. Et en fait, pour moi, tout l'intérêt des airdrops est complètement dépassé aujourd'hui. Moi, en tout cas, à l'époque,
on avait eu des airdrops sur Uniswap par exemple, bah, Uniswap c'était une surprise. Ça veut dire que tous ceux qui ont réellement utilisé Uniswap, ils ne l'ont pas utilisé pour avoir un airdrop. Ils l'ont utilisé parce que le projet était intéressant et que c'était un DEX hyper intéressant. Et ils ont été récompensés par un airdrop par la suite. Ça c'est extrêmement sain pour le coup. Mais par contre, être juste là, comme des cons, en train de farmer tous les projets du monde pour aller gratter un maximum de tokens, moi j'ai l'impression de voir des chacals qui juste en fait se jettent sur des projets pour aller gratter des miettes. Enfin, je suis désolé en fait de l'image que je renvoie, mais c'est ça que je vois. Alors c'est très bien pour ceux qui veulent se faire de l'argent sur du court terme, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas des gros portefeuilles, je comprends totalement et je ne critique pas en fait ceux qui font ça. En fait, je critique plus les projets qui profitent de ça alors que c'est absolument pas sain pour un projet. Voilà. Maintenant, hein, si vous avez de l'argent à aller gratter, que vous n'avez pas trop de moyens et que c'est un moyen pour vous pour récupérer un petit peu de pognon, faites-le, bien évidemment. Mais par contre, c'est clairement une perte de temps pour les gros portefeuilles. C'est clairement une perte de temps. Aujourd'hui, il y a trop de bots, trop de personnes qui farment tous les projets avec des centaines, des milliers de portefeuilles différents. En fait, c'est terminé. Aujourd'hui, en fait, le petit particulier avec son petit portefeuille, il n'a plus aucune chance. Voilà. Donc, encore une fois, en fait, c'est un truc qui marche au tout début, mais qui après, si on n'est pas capable de scaler avec justement des systèmes automatiques pour aller être capable de farmer 50, 100, 200, 500 portefeuilles différents, bah, c'est mort. En fait, vous allez juste récupérer les quelques miettes qu'il y aura encore à récupérer. Donc voilà, je ferme la parenthèse un petit peu par rapport au airdrop. Encore une fois, je ne critique pas ceux qui en profitent, mais sachez juste que c'est du pur opportunisme et qu'un projet en fait n'est pas un bon projet parce qu'il fait une campagne de airdrop. Même j'ai envie de dire, c'est même plutôt l'inverse. Voilà. Après, encore une fois, tout dépend bien évidemment de la campagne, de la token economics du projet et de tout un tas en fait d'autres facteurs. Bien évidemment, je n'englobe pas tous les projets qui font des airdrops dans ce que je dis, bien entendu. Voilà, en tout cas, je pense que vous avez quand même compris le message. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve notamment dans quelques jours dans ma lettre d'investissement pour faire un petit peu le point sur le marché et notamment sur le Bitcoin. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.